Silence. Donc bonjour à tous, bienvenue au JT Pop, content de vous retrouver. Aujourd'hui je vais faire une émission pour surfer disons avec j'allais dire le Festival de Cannes. L'idée comment dire, l'idée c'est de, l'idée c'est de se rémomérer, le mot est difficile, se rappeler de certaines vieilles palmes d'or. Pourquoi je fais cette émission? Parce que j'ai eu une petite altercation au travail, car quelqu'un me disait que les palmes d'or, c'était souvent du cinéma peu populaire, c'était souvent du cinéma élitiste. Et avec mes modestes moyens, je vais essayer de prouver le contraire. Donc, je vais vous présenter 5 films. J'ai appelé mes palmes d'or volume 1 parce que je pense en faire d'autres, si cela vous plaît. Donc n'hésitez pas à me faire savoir que l'émission vous intéresse. Il suffit de mettre des j'aime, voilà, tout simplement. Donc c'est bientôt au Festival de Cannes et pour faire cette sélection de mon volume 1, j'ai décidé de me contraindre à quelques palmes d'or. Déjà parce que si je fais toutes les palmes d'or dans une émission, on en a pour 10 heures. Et surtout, je me suis dit, tiens, je vais parler des palmes d'or que j'ai chez moi. Ayant une belle collection de DVD et de Blu-ray, je me suis dit que ça pouvait être une bonne approche. Alors comment j'ai fait? J'ai regardé sur Wikipédia les palmes d'or de 46, 45 jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai regardé dans ma collection de DVD ce que j'avais. Et je me suis dit, c'est de ces films-là dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc on va commencer tout de suite par la première palme d'or. Alors je l'appelle palme d'or, mais c'est pas vraiment une palme d'or. Je vais vous expliquer ça plus précisément. Je vais vous montrer dans quel boîtier je l'ai, parce que c'est pas non plus un boîtier, c'est pas un DVD à l'unitaire, c'est un coffret où il y a plusieurs films de ce monsieur-là, de Clouzot. Donc, le film dont je vais vous parler, c'est Le Salaire de la peur. Alors, Salaire de la peur, sort Palme d'or en 53, mais à l'époque, on disait pas Palme d'or, on disait Grand Prix. Et on donnait des Grands Prix dans plusieurs genres. Et le Grand Prix de cette année-là, Grand Prix, on appelait ça le Grand Prix du film d'aventure, donc Le Salaire de la peur. 53, avec Charles Vanel et Yves Montand. Donc, comment à l'époque, c'était l'État qui choisissait les films qui devaient être montrés dans les festivals. Clouzot avait une très bonne réputation dans le monde entier, et j'imagine qu'ils se sont dit, on va présenter ce film, on risque d'avoir un prix. Voilà. Tous les pays faisaient ça, choisissaient les films à envoyer, et ça a duré jusqu'en milieu 60.
Et après, ça a changé. Ils ont changé de politique et c'est le Festival de Cannes qui s'est mis à choisir ses films. Ouais, je dis bien milieu des années 60. Donc, le salaire de la peur. Bah, qu'est-ce que c'est? Je vais pas me faire l'injure de vous raconter l'histoire. Je pense que tout le monde connaît l'histoire de ces pauvres bougres enfermés en Amérique du Sud, ne pouvant pas revenir dans leur pays d'origine, souvent ayant un casier qui les empêche et aussi un manque d'argent. Une raffinerie de pétrole brûle, explose, et pour la seule manière de l'éteindre, c'est avec de la nitroglycérine. Mais malheureusement, la nitroglycérine qu'ils ont est dégueulasse, elle suinte, donc très dangereuse. Et donc, ils décident de l'envoyer par camion et d'envoyer ce qu'on pourrait dire en mission kamikaze ces pauvres bourgs. Donc, le film suit les pérégrinations de 4 chauffeurs. Donc il y a une voiture avec Yves Montand et Charles Vanel, et il y a une voiture avec Folco Lully, et j'ai oublié le quatrième nom. Euh, c'est tiré d'un bouquin de Georges Arnaud. Le film a été un énorme succès. Le film a eu un remake qui s'est des milieu des années 70 réalisé par William Friedkin, qui s'est appelé en premier lieu Le Convoi de la peur. Et comme le film a une réputation de film maudit, il est ressorti quelques années plus tard en Blu-ray et on l'appelait Sorcerer. Donc, Le Salaire de la peur est un film d'aventure. Il y a des tas et des tas de scènes d'anthologie qui jouent sur le suspense, voilà, sur le danger, on est toujours aux aguets. Ce sont des personnages peu aimables, mais comme la mission paraît difficile, eh bien, on arrive quand même à les aimer et à, à avoir de l'empathie pour eux. Charles Vanel a un personnage assez intéressant puisqu'il joue ce que j'appellerais un gangster qui se la pète. Mais en fait, on va découvrir qu'il est assez lâche. Et que sa force, c'est d'avoir un revolver. Je pense que c'est Georges Clouzot qui était quelqu'un d'assez sarcastique. Ce qui l'intéressait, c'est peut-être de faire une critique d'une certaine virilité masculine. On va dire ça comme ça. C'est un chef-d'œuvre. Il y a rien à dire. Il y a rien à dire. Excusez-moi, il y a rien à dire. On va passer au prochain film. Et là, je vous dis rien. Je vous montre la jaquette. Donc la Dolce Vita de Fellini, Palme d'Or 1960. Et alors vraiment, c'est la Palme d'Or d'une époque. Parce que à l'époque, l'Italie est en plein boom économique et Fellini décide de raconter à sa manière disons les fêtes de la petite bourgeoisie, des intellectuels, en fait, il essaye de montrer comment, dans les années 60, il y a eu une sorte de bulle
un peu désenchanté, mais où les gens se permettaient beaucoup de choses. Et donc ça raconte ça, la Dolce Vita, parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire, il y a plusieurs, euh, disons, plusieurs, j'allais dire, j'allais dire chapitres, non, je dirais plutôt tableau. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire tableau, parce que euh, on, on, chapitre, ça voudrait dire que ça ressemble à la littérature, et pas du tout. C'est du pur cinéma, c'est très pictural, et donc on suit les pérégrinations d'un personnage à travers ce monde-là. Ce personnage-là, c'est Marcello Mastroianni, tout à désinvolture et en charisme, en beauté absolue. Et donc, voilà, donc on a une première scène où on suit le vol d'une vierge, d'une statue en vierge, une statue de vierge, pardon. Voilà, on a une scène où on suit le week-end d'une star en Italie, et puis ça finit sur le bord de la plage avec un drôle de poisson. Voilà. C'est des Donc il n'y a pas vraiment de lien. On est plutôt dans un instantané d'une époque. Le film a fait scandale à l'époque parce que cette désinvolture et cette frénésie n'a pas plu à une certaine bourgeoisie. Et puis il y en a certains qui se sont un peu reconnus dans l'image voilà. Donc le film a été un énorme bide en Italie. On a tendance à oublier ça, mais ça a été un énorme bide en Italie. Par contre, ça a été un succès de partout. Et Federico Fellini est devenu une vedette, une star avec son nom. C'est-à-dire, c'est devenu, il y en a pas beaucoup comme ça des stars vedettes, des réalisateurs stars. Il y en a de moins en moins. On peut dire que Tarantino fait partie de ça, mais Fellini, c'était un peu ça. Il y avait un côté rockstar presque, parce que ce film-là parlait de la jeunesse. En France, on est en pleine nouvelle vague. Godard a été aussi un metteur en scène star, et il y a eu quelques personnalités comme ça qui, parce que à travers leurs films, racontaient l'histoire d'une certaine jeunesse et d'une certaine époque, ont de suite été, oui, adoubés comme des rockstars, on va dire. Et donc, même si le film n'a pas été un succès en Italie, il a été un succès dans le monde entier. Et donc, je conseille à tout le monde de voir la Dolce Vita, parce que, mine de rien, on est dans les années 60, mais ça reste toujours transgressif. Donc c'est pour ça que c'est fascinant. Donc on passe à un autre film. Alors, excusez-moi pour l'image qui est pas top top. Alors, là on est dans une Palme d'Or de 63. On est encore en Italie, c'est encore une Palme d'Or italienne, mais alors là on n'est plus du tout dans le même style. Là on pourrait dire que c'est un film épique, hein, euh, un film à grand spectacle. Ouais, il y a eu Autant n'importe le vent, et on peut dire que Le Guépard est le Autant n'importe le vent italien. Sauf que la différence entre Autant n'importe le vent, c'est que c'est un film de producteur, et que là c'est vraiment un film de réalisateur. Et ce réalisateur, c'est Luchino Visconti, qui comme Fellini viennent tous les deux du néo-réalisme italien. Le néo-réalisme italien, c'était une manière de montrer l'Italie de l'après-guerre de manière le plus réaliste possible. Et puis après, ça a été un courant. Et après, chaque réalisateur de cette époque a essayé de suivre sa voie. Et euh, Luchino Visconti, qui est on peut dire un noble lui-même,
a décidé de parler d'un univers qu'il connaissait très bien, mais pas d'une manière, je dirais, flatteuse. Il parle souvent du déclin, de la déliquescence d'une certaine époque. Et donc le Guépard, ça raconte c'est les propriétaires terriens à la fin du 19e siècle, et c'est aussi, on est en pleine révolte de Garibaldi. Donc alors, on est dans le sublime, la photo est à tomber, les acteurs sont tous plus beaux les uns que les autres. Je citerai bien entendu Burt Lancaster, Alain Delon, Claudia Cardinal. Mais pour ceux qui aiment le cinéma bis ou le cinéma populaire italien, regardez la version longue. Parce que dans la version longue, on voit Massimo Girotti qui va devenir Terence Hill, et on voit aussi Giuliano Gemma. C'est somptueux, et c'est d'une beauté plastique à tomber. La musique de Nino Rota est sublime. La dernière scène qui dure 40 minutes, la scène du bal est un monument de cinéma, parce que on a l'impression qu'il se passe pas grand-chose, et en fait il se passe des millions de choses dans la coulisse et dans le changement de l'Italie. Et puis il y a un regard pointu d'un réalisateur qui connaît ce monde-là, c'est Visconti. Voilà, le film, comme la Dolce Vita n'aura pas de succès en Italie, la Titanus qui a produit le film coulera presque. Ça sortira grâce à des films moins prestigieux. Mais voilà, on a un film sublime. Bon, ben voilà, il faut avoir plus de 3 heures hein, pour l'apprécier. Mais voilà, pour le moment, les films que je vous ai montrés, il n'y a absolument rien, comme je vous disais, d'intellectuel. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, et c'est des palmes d'or. Il n'y a personne qui dit ce film ne méritait pas la palme d'or, pardon. Donc voilà, c'est vraiment un grand film. Donc 2 Italiens, on revient en France pour une autre palme d'or. Je sais il y a des puristes et il y a des gens qui n'aiment pas du tout. C'est bien entendu Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy. Palme d'or 1964. Et c'est, on va dire, c'est le film qui va faire que Catherine Deneuve va devenir la plus grande actrice française et peut-être ta plus grande star. Voilà, donc c'est un film d'1h35, entièrement musical, chanté. Donc je vais pas faire la caricature des musiques de Michel Legrand, mais c'est vrai que y a des moments qui sont amusants, parce que pour du quotidien, chanter ça peut paraître des fois limite. Mais Demy est toujours limite, mais jamais. C'est ça qui fait sa beauté. C'est-à-dire que on pourrait être dans le ridicule, mais jamais ça tombe. Ça, et c'est je pense que la raison de ça, c'est que déjà c'est du pur cinéma. Jacques Demy a un sens de la couleur, on va dire comme ça, absolument étonnante. Donc tout le long du film, il y a des couleurs qui reviennent, mais qui racontent en elles-mêmes quelque chose. Il y a quelque chose aussi c'est pas une comédie, les Parapluies de Cherbourg. On est dans une tragédie. Comme disait Godard, c'est peut-être le meilleur film qui parle de la guerre d'Algérie. Pourtant, on n'y voit pas un morceau de la guerre ou quoi que ce soit. Ça raconte une histoire d'amour qui malheureusement s'arrête parce que
le personnage principal, le personnage masculin joué par Nino Castelnuovo doit partir en Algérie, faire son service militaire. Et donc, on suit après le parcours de Catherine Deneuve et de comment elle doit supporter sa solitude et voilà. Et en plus, elle a la pression de sa mère jouée par Anne Vernon qui est formidable. Donc voilà. Ça c'est et puis après on a le retour de Nino Castelnuovo et on voit une cassure dans le personnage. Ils vont se séparer et tout se passe à travers des non-dits sur la guerre d'Algérie. Et on a peut-être avec ce film une vision exacte de ce qu'est la guerre d'Algérie. C'est une merveille. Je sais qu'il y a des gens qui ont des réticences avec ce genre de film, mais franchement, c'est à tomber par terre et voilà, ça dure 1 heure et demie. Et ça raconte aussi une époque. Et j'ai l'impression que les Palmes d'Or, souvent, leur but, c'est de parler de leur époque. Donc voilà. Très beau film, une merveille et voilà. Et puis Jacques Demy est un grand réalisateur. Il arrive à faire une comédie musicale sans que ça rappelle les États-Unis. Ensuite, il va faire Les Demoiselles de Rochefort et là, ça sera un hommage à la comédie musicale américaine. Mais là, on est dans le franco-français et dans le désespéré. Voilà, c'est peut-être pour ça que c'est un très grand film. Donc, je passe au prochain film, à la prochaine Palme d'Or. Là, vous n'allez pas voir grand-chose non plus. Mais là, on arrive 18. Vous voyez, je fais un grand écart parce que malheureusement, je n'ai pas de film qui soit entre. Pourtant, il y a eu des bons films. Hein. Mais parfois, le manque d'argent, le fait de ne pas avoir trouvé, fait que j'ai pas tous les palmes d'or à ma collection. Donc, MASH, Palme d'Or 70. Robert Altman est à l'époque un réalisateur très peu connu. Mais on sent que l'avenir va se faire avec lui. Il a déjà... ensuite, il va enchaîner avec John McCabe, Warren Beatty, et il fera Le Privé. C'est 3 films qu'il fait pratiquement en même temps. Et c'est des films qui vont... voilà, en passant à travers ce qu'on appelle le cinéma de genre à l'américaine, il va faire exploser les codes. MASH raconte l'histoire d'une escouade de médecins pendant la guerre de Corée. Bien entendu, on est en 1970. La Corée ressemble beaucoup au Vietnam. Et donc, on n'a aucun enjeu politique dans le film, on parle très peu d'enjeux politiques. Par contre, ça se moque, ou pas vraiment ça se moque. Disons qu'on rit de la manière de vivre des médecins à cette époque. C'est-à-dire que pour soutenir l'horreur qu'ils voient, ils sont obligés de s'amuser. C'est un peu ce que dit le film. Et donc il y a des scènes d'opérations chirurgicales, puisque la plupart sont des chirurgiens, sont assez réalistes et donc assez violentes, assez graphiques visuellement. Mais ensuite, ça n'empêche des gags avec des sous-entendus sexuels ou quoi que ce soit. Donc il y a un casting d'enfer. Le trio de tête est joué par Donald Sutherland, Tom Skerritt et Elliot Gould. Il y a Burt Cord dedans, il y a Robert Duval, il y a une actrice qui vient juste de nous quitter qui s'appelle Sally Kellerman qu'on surnomme Lèvres en feu. Il y a des tas et des tas de second rôles et pendant 2 heures on se marre. C'est pas le film où on rit un petit peu, non, on se marre, c'est une grosse farce. C'est et ça prouve aussi que
Parfois, certains disent, oui, dans les Palmes d'Or, j'ai jamais eu de comédie. Bah si, MASH est une pure comédie, est une pure farce. Ça y va en plein nez, ça envoie du bois, et ça reste un putain de bon film. Voilà, donc euh, j'es- je vous conseille de voir ou revoir ces films, et vous verrez que parfois, parfois, même souvent, Cannes ne s'est pas trompé. Euh, et là, vraiment, chapeau bas pour cette, cette manifestation. Voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à faire des commentaires, n'hésitez pas à dire des j'aime. Je vous dis à très bientôt et merci de votre écoute et de votre patience. Au revoir.